aborder ce soir un sujet complexe, celui de la relation à la maison individuelle. Parmi les emménagements dans le Sud-Isère en 2020, quelle est la proportion de ménages d'une personne ? La carte de gauche, c'est à nouveau la part des personnes seules parmi les emménagements. On voit que la proportion, elle va en gros de un quart à la moitié, suivant les territoires. On regarde en part ou en nombre, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et donc ça va influencer la demande en logement. Les ménages mobiles, ils sont beaucoup plus jeunes, c'est la courbe en orange, que les ménages stables qui ne déménagent pas sur une année. Donc à votre avis, en Isère, quelle est la proportion des ménages qui peuvent acquérir une maison avec un apport de 20 000 €? Un apport de 20 000 €, c'est un petit apport. En fait, c'est volontairement se mettre dans la place d'un primo-accédant qui a un apport qui est plus limité pour acquérir une maison. Vous avez majoritairement bien répondu. Une maison, c'est de loin le bien le plus cher et donc forcément, il est excluant pour plein de ménages. Même avec un apport de 20 000 €, les couples avec enfants, ils vont réussir à acquérir un appartement ancien et un appartement neuf, mais que la maison est complètement inaccessible. La maison, il y a 88% des maisons qui sont occupées par leurs propriétaires et 71% des maisons qui sont occupées depuis plus de 10 ans. C'est des biens qui sont pour les ménages qui souhaitent devenir propriétaires ou rester propriétaires et qui ont un projet résidentiel de long terme sur lequel ils peuvent se projeter longtemps. À votre avis, quelle est la part de la consommation foncière de l'habitat qui est causée par la construction de maisons individuelles dans le Sud-Isère entre 2015 et 2020 ? On voit bien l'impact foncier que ça peut avoir. La carte à droite, c'est l'ensemble des logements. Donc le nombre de logements construits, plus c'est foncé, plus il y a un nombre de logements construits important. Et le camembert, c'est plus c'est bleu, plus c'est la barre de l'individuel qui est importante. Tout le monde n'a pas la capacité ou la possibilité, en tout cas pour des primo-accédants, d'avoir une maison individuelle. Alors ça veut dire qu'il faut aussi avoir donc une politique de l'habitat diversifiée, c'est-à-dire offrir des produits différents. Si on veut continuer à avoir une ville un peu dynamique, il faut du logement, il faut le faire peut-être un peu plus dense, que ce soit en temps individuel, collectif ou intermédiaire, mais aussi du locatif et reconstruire la ville sur la ville. Jouer à ce qu'on a intitulé la fresque de la ville des territoires de l'ère grenobloise. C'est de faire un petit peu avec vous un pas de côté, d'échanger. La construction du bâtiment et d'infrastructures consomme des énergies fossiles. L'expansion de la ville sans contraintes énergétiques et matérielles a engendré une dépendance accrue à ces ressources qui se raréfient. C'est un impact négatif De l'étalement urbain. Ouais. Il y a quelqu'un qui pourra prendre la parole pour remettre en récit tout ce qu'on aura mis. Les lois qu'on nous impose pour nous obliger à rénover, ça pose un problème de moyens financiers. Ça banalise les paysages. En Bretagne, c'est vachement standardisé. Ah, c'est pas pareil, ils ont des règles de construction sur la qualité. Ça peut être joli. Sous Haussmann, par exemple, on a un ensemble de villes françaises qui sont très standardisées. Il y a réellement un manque de rénovation sur l'ancien où il y a du vide. Où les propriétaires ne veulent pas forcément engager des frais pour rénover. On peut se poser quand même pas mal de questions. Oui, il nous reste une carte. Le budget des ménages alloués au logement a doublé depuis 1970. C'est vrai que ces cartes, elles sont pas du même niveau que celle-ci. On va dire que ça, on le met au milieu là. Vulnérabilité énergétique des ménages. On parlait pas de transport là. Non. Mais il n'y a pas que le chauffage, il y a la mobilité. L'égalité sur le logement, mais aussi sur l'accès à l'énergie. C'est parce qu'on a fait une ville pour la voiture, du coup qu'on a standardisé les paysages et ensuite on a dévitalisé les centres-bourgs. Ils ont moins accès à ces centres-bourgs là parce qu'ils habitent loin justement. Ça se paupérise à mon avis aussi sur le bâti. L'urbanisation qui fait que les gens voulu s'installer dans ces logements-là ont été loin. Mais quelle est la cause ? J'ai les petits feutres, si vous voulez, je sais pas, mettre des liens entre les cartes et tout. De toute façon, le lien, il va arriver là. On renforce les inégalités socio-spatiales. Et là, on est plutôt sur la biodiversité.
Et à ce moment-là, peut-être rajouter pollution atmosphérique et mettre les deux dans santé humaine. Comme on adapte l'espace et qu'on a finalement besoin de la voiture là où peut-être on n'aurait pas eu besoin de l'avoir, ça nous rend d'autant plus vulnérables aussi. Avant, les maisons donnaient sur la rue, et là, c'est l'inverse. Ça crée aussi quelque chose en termes social sur la dégradation du vivre ensemble et sur la capacité à tout simplement aller parler à son voisin. Quand vous prenez le centre-bourg ancien d'un village, les gens sont pourtant tous les uns sur les autres. Ils se côtoient, ils se voient, vous avez la même chose. Il y a des immeubles, eh ben on ne se côtoie pas de la même manière. Si on fait venir du monde, les commerces s'installeront d'eux-mêmes. Un espace public attractif en centre-ville permettra à des gens de vouloir revenir habiter en centre-ville. Quand les gens reviendront habiter en centre-ville, des commerces y viendront. On a construit en périphérie des villes les grands ensembles, et puis un tout petit peu plus tard, on a construit dans le périurbain, on va dire, des lotissements, de l'habitat pavillonnaire. Ça partait d'un très bon sentiment, je pense. Il y avait la notion de progrès. Et puis, aujourd'hui, on se rend compte des limites de ce système. On a grignoté de plus en plus les terrains agricoles, les zones naturelles, les ressources naturelles. Donc aujourd'hui, on s'est étalé, et je pense qu'aujourd'hui, il faut un peu moins s'étaler. Et peut-être, comme le disait Luc tout à l'heure, reconstruire la ville sur la ville. Et c'est pour le coup un des enjeux qu'on a sur Tullin. Et on est, nous, au carrefour de Chambéry, de Grenoble, de Voiron et puis de Lyon, donc qui n'est quand même vraiment pas loin. Et on a des allers-retours, on va dire, des pendulaires pour aller travailler plutôt dans les villes, même si on a, sur notre communauté de communes, 50% des actifs qui restent sur la communauté de communes pour y travailler. Il va falloir qu'on ait un vrai travail sur le centre-ville. Et avant d'aller donner des leçons, soit aux commerçants en leur disant « venez vous installer et puis vous verrez, ça marchera », ou de dire aux habitants « venez habiter ici », nous, on va faire un réel travail sur les espaces publics. Donc on va prendre notre part de responsabilité et on va refaire un centre-ville déjà beau, dans lequel on a envie de se promener, dans lequel on peut éviter de se faire écraser par les voitures. Tullin ne sera jamais à la fois Voiron ni Grenoble. Tullin a sa taille et devra se développer dans ce qu'elle peut offrir à ses habitants. Et dans ces orientations d'aménagement et de programmation, on a mis de l'habitat intermédiaire, de l'habitat groupé, du petit collectif comme exigence. Vous faites tous les deux témoignages d'une mise en ordre de ces sujets-là dans les documents d'urbanisme qui peuvent permettre. J'aimerais bien avoir votre témoignage aussi sur la manière de faire, en fait. Dans le premier mandat, quand on parlait d'intermédiaire, avec l'appui du Pays voironnais déjà, on nous regardait avec des grands yeux du côté des professionnels. Mais ça ne peut pas fonctionner, chez vous, ce n'est pas possible, etc. C'est un combat de communication au quotidien, mais qui est de plus en plus aidé quand même par l'évolution de la société. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui maintenant ont l'habitude de cohabiter aussi dans des logements. On commence à beaucoup entendre parler de logements participatifs. La société évolue. Le parcours résidentiel, en fait, est important et on doit l'accompagner en tant que communauté de communes. On doit vraiment accompagner les communes dans ce schéma-là, accompagner les jeunes, accompagner les familles aussi pour pouvoir, pourquoi pas acheter une maison, mais acheter peut-être autre chose. Les décohabitations, non pas des jeunes qui s'en vont, mais aussi des familles qui se séparent. Et il y a aussi effectivement tout un pan de la population qui réfléchit un peu différemment maintenant, mais ça va quand même prendre du temps pour arriver. Et maintenant, à nous de transformer l'essai de ce PLUI et de ce PLH pour vraiment mettre en œuvre ces OAP et réaliser ces constructions. Mais je pense qu'on a vraiment à repenser les modes de construire, à bousculer un peu la table. Alors, c'est pas facile, hein, il faudrait remettre tout par terre, notre PLU, etc., etc. Mais on a vraiment, je pense, un enjeu là-dessus pour permettre d'habiter aussi dans le cadre du zéro artificialisation nette. Hein, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi et de consommer des terres agricoles et de s'étaler. Repenser le mode d'habiter, repenser le mode de construire avec toutes ces acceptions, mobilité, énergie, agriculture, forêt, environnement, etc. Et sans oublier le lien social. Nous, l'objectif étant de revitaliser notre centre-ville, il y aura une OPARU qui va être lancée incessamment sous peu, donc qui va nous aider, nous, à permettre aux propriétaires et aux habitants de venir réinvestir. Et quand je dis réinvestir, c'est à la fois en tant que point de vue financier, mais de réhabiter en centre-ville. On imagine peut-être sur une révision de PLU aussi recentrer et refermer un petit peu les vannes parce qu'on a beaucoup d'OAP.
se recentrer là-dessus et surtout accompagner les propriétaires parce que nous, notre centre-ville médiéval, dans un périmètre ABF, rajoute aussi des contraintes qui font qu'on ne peut pas toujours dire non aux gens, on va plutôt leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour que ça soit beaucoup plus efficace. Et si vous aviez à dire là, ce soir, tout de suite maintenant, là, dans les 5 minutes, le principal levier qui vous manque ou où vous avez besoin d'aide pour activer ces éléments-là, ça serait quoi ? Les communautés de communes, communautés d'agglomération ont un rôle important à jouer pour nous aider. Et puis, moi, l'autre levier que je vois quand même, c'est la maîtrise du foncier, quoi. Mais ça nécessite des moyens, et là, je n'ai pas la solution tout de suite. Ça nécessite des moyens financiers. Petite ville de demain nous a vraiment permis de dézoomer et de se dire que ce n'est pas que sur le centre-ville que ça se passe, mais que c'est sur tout le territoire de la commune, que chaque projet qu'on fait à un endroit a un impact sur un autre. Et si on a ce prisme de lecture, ça évite de temps en temps de faire des choses qui se contredisent un peu plus tard. Et vraiment, cette labellisation, elle permet de poser les choses parce que tous les services de l'État nous accompagnent, sont auprès de nous là-dessus. Donc sur l'ingénierie, ça a permis vraiment, nous, de définir un vrai projet de territoire. Qui vient habiter dans l'intermédiaire sur vos territoires quand vous arrivez à les mettre en place ? Et puis, du coup, quels sont les promoteurs aussi qui sont intéressés ? On va essayer d'accompagner donc les promoteurs vers ce genre d'habitat nouveau pour la commune. Mais comme on disait tout à l'heure, l'évolution des mentalités fait qu'aujourd'hui, il y a des clients pour ce type d'habitat à Tullin. Le négatif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les prix, puisqu'on est dans du privé, restent quand même assez élevés. Donc il faudra autre chose que l'intermédiaire en promotion privée pour qu'on reste une commune accessible à tous. C'est vrai que la réflexion au niveau du ZAN, c'est peut-être intéressant d'avoir de l'habitat léger, peut-être que ça comptera moins. À préciser tout ça. Je me disais, est-ce qu'il y a des promoteurs qui sont intéressés pour ces petites OAP d'une dizaine de logements, de 15 logements ? On a les architectes pour les maisons individuelles, on a les promoteurs pour les grands ensembles, mais est-ce qu'on a des promoteurs ou des acteurs de la construction qui sont intéressés pour ces modèles vraiment intermédiaire, non pas dans le sens habitat intermédiaire, mais dans le sens volume, pour venir construire? J'espère que oui, mais voilà, moi j'avais un doute, et pour moi c'était plutôt un frein que de trouver quelqu'un qui trouverait une rentabilité sur ces opérations-là. Et sur les habitats participatifs, on a aussi quelques projets sur la communauté de communes pour partager ces lieux et de rendre les habitations modulables. C'est quelque chose à creuser, et ça fait partie de ces questions sur la nouvelle façon d'habiter qu'il nous faudra avancer. Je vais vous remercier tous les trois parce que vous avez été, je pense, particulièrement brillants. Donc Anne, Jean-Yves et Gérald dans l'animation et dans la pratique d'éléments qui étaient factuels et concrets. Donc ça, je vous en remercie. Ce que j'ai observé, c'est des gens qui, avec l'outil, se sont appropriés le sujet, ont développé les idées, les ont échangées avec les autres participants, et finalement, on construit un point de vue commun. On a mélangé nos perceptions des choses, mais finalement c'était assez homogène dans les réactions des uns et des autres. Écoutez, moi la fresque, j'ai trouvé la méthode intéressante. Ça veut dire qu'effectivement, ça nous permettait à travers d'une photo ou d'un écrit de pouvoir se questionner. Le jeu, c'est interactif avec 5-6 personnes. Donc on aborde des sujets sur le fond, sur le quotidien. Donc ça, c'est très bien. C'est bien parce que ça aide à ne pas partir dans tous les sens, quoi.